La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État de la province de la Tchopo produit les premières cartes d'immatriculation. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a remis le premier spécimen aux bénéficiaires. Les détails dans ce journal. Également au sommaire, la Banque africaine de développement gouvernement. Les travaux de consultation ont commencé sur le portefeuille de cette institution bancaire internationale en RDC. Les experts de deux côtés travaillent sur 3 documents qui encadrent la coopération RDC-BAD. Et enfin, une trentaine de femmes veuves des stars de la musique et du théâtre populaire congolais ont ressenti avec beaucoup de bonheur les effets du concert de Wenge Musique à BCBG 4x4 tout terrain au Stade des Martyrs et à l'hôtel Pullman. Elles ont reçu chacune une enveloppe satisfaisante. Voilà tout pour le sommaire. Une invitée dans ce journal, il s'agit de Madame Shimba Fallon. Elle est représentante TapTapSend RDC, une application des transferts d'argent de la diaspora vers l'Afrique. Bonsoir Madame. Bonsoir. Nous sommes à vous tout à l'heure. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. C'est vendredi aujourd'hui, la tradition a été respectée au gouvernement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dirigé la 62e session du Conseil des ministres hebdomadaire en présentiel. Tous les membres du gouvernement, en commençant par le premier d'entre eux, Jean-Michel Samaloukonde, ont fait le déplacement de la Cité de l'Union africaine. Outre la communication du chef de l'État, plusieurs dossiers ont été examinés. Vous suivrez le compte rendu dans ce journal avec le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya. En images, désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et sociale en Ituri, le groupe Codeco veut donner la chance à la paix. Le président de la communauté Lendu a transmis l'acte d'engagement au coordonnateur du mécanisme de suivi, Claude Ibalanki. Robert Ndaye. La pacification partant de la réunion de Nairobi et de Luanda est irréversible. Au mécanisme national du suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, les contacts se multiplient pour donner la chance à la paix. C'est dans ce cadre qu'une délégation de la communauté Lendu de l'Ituri, conduite par son président Célestin Tawara, a rencontré les patrons du mécanisme national de suivi de l'accord cadre, Claude Ibalanki et Colomba. La communauté Lendu est venue solliciter l'implication du haut représentant du chef de l'État pour lui faire parvenir le rapport de l'acte d'engagement dans lequel le groupe armé Codeco réitère son adhésion dans le processus de paix de Nairobi. Notre communauté a été engagée sur le chemin de la recherche de la paix durable dans la province de l'Ituri. Nous avions réussi à décrocher du groupe armé de la Codeco un acte d'engagement dans lequel ce groupe réitère son adhésion dans le processus de paix de Nairobi tel que décrété par le chef de l'État. Le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Claude Ibalanki, s'est dit fier de voir Codeco accepter de suivre l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à mettre fin à ce cycle de violence. Il nous a rassuré qu'il va être un accompagnateur de ce processus de paix et il est le canon pour transmettre notre message au chef de l'État et qu'il s'engage pour accompagner notre communauté dans cette recherche de la paix dans la province de l'Ituri. Le groupe Codeco s'engage à adhérer dans le programme DDRCS pour accompagner la paix en République démocratique du Congo. Et en nouvelle fin aujourd'hui de la deuxième promotion de l'école de guerre à Kinshasa, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda, qui l'a clôturé au nom du président de la République et commandant suprême des FARDC, a salué la coopération militaire française pour son appui et son expertise. Gilbert Kabanda a aussi fait savoir que cette clôture doit être une interpellation et surtout l'expression du perfectionnement de l'armée. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Les lampions se sont éteints sur la 51e session du Forum des parlementaires de la SADC. 2 jours de travaux dirigés par la RDC et au cours desquels 3 parlementaires congolais ont prêté serment. Les détails dans ce commentaire de Joseph Oscar Balkaïch. La 51e assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, FP-SADC, s'est refermée à la grande satisfaction des parlementaires de la région SADC. Message de gratitude du président de l'Assemblée nationale de la RDC et président en exercice du Forum parlementaire SADC, Christophe Mbosso Kodiampouang. C'est donc avec un sentiment de satisfaction et de plénitude que je m'adresse à vous maintenant au cours de cette cérémonie de clôture.
Je tiens à remercier notre invité d'honneur, le président de la République du Malawi, d'avoir gracieusement accepté de présider la cérémonie d'ouverture officielle de cette 51e Assemblée plénière. Mettant un focus sur la crise sécuritaire en RDC et au Mozambique, le président du Forum parlementaire, Christophe Mbosso, en a appelé à la solidarité des membres de la SADC. Un de nos pays souffre, c'est la SADC qui souffre. La Mozambique souffre, la République démocratique du Congo souffre. Avec les affres de guerre, les affres de terrorisme, nous comptons comme toujours sur la solidarité agissante des parlementaires membres de la SADC. Parmi les éléments nouveaux de cette session, l'élaboration de la 5e loi type sur la gestion des finances publiques, qui est un instrument normatif historique et novateur, avec un ancrage sur le thème général du symposium vers l'efficacité énergétique, la viabilité et l'autosuffisance dans la région de la SADC. Christophe Mbosso Kodiampwanga a réitéré les remerciements appuyés à l'endroit du président du Malawi, Dr Lazarus Makarti Chakwera, invité d'honneur. En sa qualité de président d'exercice de la SADC, sa présence était une approbation du travail abattu par le Forum, qui du reste est reconnu comme une partie intégrante de la SADC. La énième agression du M23 dans l'est de la RDC sous couvert du Rwanda ne laisse pas indifférent les notables de cette partie de la République. Le caucus de députés plaide pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Regardez. Nous condamnons avec la dernière énergie toutes ces exactions qui continuent à endeuiller la population et provoquer une situation humanitaire indescriptible dans la contrée, tout en compatissant avec la population de Beni qui paye un lourd tribut à l'insécurité depuis près d'une décennie. Nous formulons les recommandations ci-après pour remédier à la situation. Diligenter une enquête mixte le plus rapidement possible afin de lever l'équivoque sur l'identité réelle des auteurs des massacres et autres exactions, spécialement sur l'axe Beni-Kassindi. Sécuriser urgemment les transporteurs routiers sur l'axe Beni-Kassindi. Relever et affecter hors des provinces du Nord Kivu et même de l'Ituri tous les commandants issus des anciennes rébellions du M23 et du CNDP, retirés de la région de Beni et remplacer urgemment les troupes qui n'inspirent plus confiance à la population. Procéder rapidement au recrutement pour renforcer les effectifs dans la région de Beni. Organiser des cellules civilo-militaires de gestion des alertes et des plaintes. Renforcer en hommes et en logistique des unités de FARDC qui participent aux opérations de mutualisation avec l'UPDF. Les femmes et les victimes, les femmes et les enfants, premières victimes de la guerre, ces deux catégories de la population sont souvent très vulnérables en temps de conflit. Les femmes du réseau Wise Women étaient sur le Premier ministre Sama Lukonde, Catherine Samba Panza, à la tête d'une mission de plaidoyer en faveur de la pacification de la RDC, Patrick Ndwangu et Marcel Mobenga. Dans des moments de troubles et d'insécurité, tels que cela sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo, c'est souvent les femmes et les enfants qui sont victimes. Consciente que l'insécurité en République démocratique du Congo peut influencer ses voisins, la présidente honoraire de la République centrafricaine a échangé avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge sur les défis à relever d'ordre humanitaire et sécuritaire. Catherine Samba Panza, à la tête d'une forte délégation des femmes du réseau dénommé Wise Women, a exprimé au chef de l'exécutif national sa volonté d'appuyer les efforts du gouvernement pour qu'enfin revienne la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je voudrais remercier la disponibilité du Premier ministre à avoir reçu cette forte délégation pour échanger sur les objectifs de la mission et les défis auxquels
la République démocratique du Congo et la région sont confrontés. Quand il y a ce genre de défi, il faut l'implication, non seulement des populations en général et de la communauté régionale, mais des femmes. Les femmes sont victimes de violences, de déplacements de population. Et on est dans des mécanismes en ce moment de recherche de la paix et de recherche de stabilisation pour la République démocratique du Congo. Cela ne peut pas se faire sans les femmes. Le Premier ministre a été très très positif quant à l'implication des femmes. En fait, nous avons une oreille qui était déjà attentive puisque le chef de l'État lui-même est convaincu de la nécessité d'inclure les femmes dans tous les processus en cours et les mécanismes sécuritaires en cours. On a compté dans cette délégation des femmes qui luttent pour la paix dans la sous-région, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies à la République démocratique du Congo, Bintou Keïta, une délégation féminine de l'Union africaine et d'autres. Le système alerte précoce qui permet d'alerter sur les éventuelles catastrophes naturelles, atrocités et toute forme de violence doit être pérennisé et assuré. C'est l'une des recommandations formulées lors de la clôture d'un symposium de 2 jours organisé à Kinshasa. Travaux clôturés par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Rodipanda, commentaire. Le système d'alerte précoce, c'est un mécanisme de prévention des menaces, conflits communautaires, catastrophes naturelles et humaines dans la transmission des informations en temps réel pour une réponse rapide. La première phase de ce système d'alerte précoce mise en œuvre depuis 2012 avec les financements et les partenariats du gouvernement américain à travers l'association de barreaux américains ABA-ROLI a été expérimentée avec succès avec 10 000 alertes réalisées en 10 ans dans 5 provinces de l'Est de la RDC où les violences et atrocités de tout genre sont récurrentes dans les zones reculées. C'est notamment dans le nord et sud Kivu, Ituri, Tanganyika et Okatanga. Les symposiums organisés par ABA-ROLI du 13 au 14 juillet 2022 à Pullman Hotel sur l'adoption de ce système d'alerte précoce par l'État congolais a consisté à présenter aux autorités congolaises le résultat atteint dans ces 5 provinces et envisager que le ministère de l'Intérieur et Sécurité adopte, utilise et récupère l'organisation de ces structures après le départ des partenaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui a présidé la clôture des travaux, a fait cette mise au point. De l'analyse de votre rapport, je note que le pays est exposé aux risques majeurs et que la protection civile a de préoccupations d'ordre administratif et opérationnel. Il en est de même pour les services de la police nationale congolaise et des forces armées de la République. Je suis satisfait de procéder à la clôture officielle de ces symposiums. Après la phase expérimentale réussie dans les premières 5 provinces, il est conseillé d'étendre ce système d'alerte précoce sur l'ensemble du territoire national avec un numéro vert pour une prévention tous azimuts. Les premières cartes des agents de l'État de la Tchopo affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État ont été livrées aux bénéficiaires. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui séjourne à Kisangani, a échangé avec le personnel de l'administration publique sur les réformes en cours. Nadine Kiloso. À Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, les premiers bénéficiaires ont reçu leur carte d'agent affilié à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SNSAP en sigle, de main du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Toutes nos félicitations. Après les lancements officiels de l'opération d'immatriculation par la SNSAP, le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a communiqué sur les actions menées dans le cadre de la réforme, notamment sur la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. À cela s'ajoute le rajeunissement qui passe par une mise à la retraite digne des fonctionnaires de l'État. La maîtrise des effectifs au sein de l'administration publique n'est pas une option qui s'offre à nous, c'est un impératif. Il n'est pas possible d'avoir dans le système des agents non payés.
Nous devons, et je l'ai dit et je l'affirme avec force, régler cette affaire. Et en tenante, les chefs de division ont remis leur mémo au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, et s'en est suivi le jeu de questions-réponses, les éclaircissements donnés par le patron de l'administration publique congolaise ont suscité l'espoir et la joie des agents publics de l'État de la Tchopo. Le VPM nous a rassurés pour dire que plus jamais cette disparité. En mémoire de nos compatriotes tombés sous les coups des balles de l'ennemi, Jean-Pierre Liaou a sollicité 1 minute de silence en leur mémoire. L'opération d'immatriculation par la SENSAP, lancée à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, va se poursuivre durant plusieurs mois pour atteindre les coins de cette province ainsi que les environs grâce au déploiement sur terrain des opérateurs de la SENSAP bien outillés en la matière. Revenons à Kinshasa, où Denis Kadima, président de la CENI, a une nouvelle vision qui consiste à organiser les élections en toute transparence, inclusivité et crédibilité, intégrité et dans le respect des lois pour un Congo meilleur. Il a dit au corps estudiantin de l'Université de Kinshasa lors d'une matinée scientifique organisée aujourd'hui à la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques de la colline inspirée. Téti Samba et Hervé Mpouti. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a participé à la matinée scientifique organisée par la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa. Thème du jour, la question des élections dans la dynamique des partis politiques et de la société civile. Devant une assistance principalement des étudiants et du corps scientifique, Denis Kadima Kazadi a orienté son exposé sur la CENI face à la préparation du processus électoral de 2023. Camarades D, généralement je vois dans le discours, dans le débat sur les élections en RDC, il y a une tendance de traiter la CENI comme l'un des partis politiques. Normalement, ce n'est pas là notre place. Nous sommes les arbitres, nous sommes les organisateurs des élections. Notre rôle, c'est de nous assurer que chacun de vous, chacun de nous, puisse s'inscrire comme électeur, s'inscrire comme candidat s'il le veut, et puis pouvoir participer librement au processus électoral. Cette intervention lui a permis de développer 4 points, notamment la mise en place de son équipe, les activités réalisées, les activités en cours et les perspectives d'avenir. Au cours de ces échanges, une série de questions-réponses est intervenue. Jérôme Bosso, président de l'AUTA, et le professeur Jean-Pierre Loto ont répondu. Une nouvelle mise en place à la DGRAD pour atteindre les assignations. Il faut passer à la vitesse supérieure dans la mobilisation des recettes. Pour y arriver, les hauts cadres nouvellement promus de ce service mobilisateur des recettes ont procédé à l'évaluation des recettes non fiscales du premier trimestre. Cédric Enina. Évaluation de la mobilisation des recettes non fiscales au premier semestre 2022, priorité et défi pour les restes de l'année. Sujet interpellateur pour mobiliser les troupes autour d'un objectif précis. Avec l'apparition de nouvelles directions provinciales issues de la décentralisation, la DGRAD a élargi son champ d'action à travers la nouvelle mise en place décidée par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Le directeur général de cette régie financière, Jean-Parfait Tabala, a souligné la nécessité pour les directeurs de travailler en synergie pour une mobilisation accrue des ressources pour le compte du Trésor public. Les défis sont nombreux. Chacune des provinces, au regard de ses contrats, a de nouvelles assignations qu'ils doivent réaliser d'ici le mois de décembre. Et vous avez vu signer les contrats également avec la direction générale. Que chacun puisse se dire qu'il doit avoir il y a un devoir de redevabilité. Il ne suffit pas d'avoir un salaire, mais le salaire doit être accompagné ou doit être prouvé par la réalisation qui a été faite. Cette activité s'est clôturée par la signature des actes d'engagement qui vont servir de boussole dans l'atteinte des assignations budgétaires. Comment arriver à la matérialisation de la vision sociale du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Eh bien, à la toute première réunion du comité d'audit présidé par Jeanne Blandine Kawanda, directeur général de la DGDA, a jeté les bases solides pour les stratégies idoines dans la maximisation des recettes douanières et accisiennes. Les détails avec Rikin Zuziloya Maïwel.
dans le but ultime de donner à l'administration douanière congolaise une assurance sur le degré de la maîtrise de ses opérations à l'importation tout comme à l'exportation, voire les accises. Le comité d'audit interne vient d'offrir pour la toute première fois ses offices à la DGDA. C'est pour une maximisation accrue des recettes. Initiative de la directrice générale des douanes et accises, Kawanda Walom Jeanne Blandine. Je me suis engagée à redynamiser la direction de l'audit interne pour atteindre les objectifs de notre régie financière, notamment la mobilisation maximale des recettes. J'ai voulu jeter les bases solides, mais aussi un signal fort d'un audit opérationnel et efficace. Les avis et conseils vont permettre de relever les défis de plus en plus nombreux, d'où la nécessité de battre un réel rappel de troupes en vue d'accompagner la matérialisation de la vision sociale du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les travaux à huis clos ont permis au directeur Mianda de plancher sur comment mener mieux qu'hier l'audit interne à la DGDA. Outre les directeurs centraux, les délégués du ministère des Finances et de la délégation syndicale ont pris une part active. La vice-ministre des Finances, Onès Nsele, a présidé la cérémonie d'ouverture de la réunion de consultation entre les membres du gouvernement et la Banque africaine de développement sur la préparation du document stratégie pays. Edith Chala pour le reportage. Le portefeuille de la Banque africaine de développement BAD en République démocratique du Congo est très important. Il porte sur les secteurs des infrastructures, de l'agriculture, de gouvernance, du social et des finances. L'heure est arrivée pour faire le point sur le niveau d'exécution, mais de trouver les points de convergence entre les priorités du gouvernement et les secteurs d'intervention de la BAD. Les différents ministères et les experts de la BAD s'appesantissent sur les 3 documents importants qui encadrent la coopération. La vice-ministre des Finances, Onès Nsele, a lancé les travaux de consultation au nom du ministre des Finances. La présente réunion de consultation a pour objectif donc de collecter vos avis en tant que différents acteurs concernés par ces programmes, en vue de s'assurer que les interventions retenues sont alignées au rang des priorités tracées par le gouvernement. Tout à l'heure, il sera procédé à la présentation de 3 documents importants qui fondent notre coopération, donc à savoir la note de diagnostic pays, la préparation du rapport d'achèvement du document de stratégie pays 2013-2022 et la revue de la performance du portefeuille de la banque en RDC pour l'année 2022. Ces travaux permettront à l'équipe de la Banque africaine de développement sur place de récolter les éléments dont elle a besoin afin que le conseil d'administration de la BAD se détermine lors de sa prochaine réunion. Le corps professoral de l'université de Kinshasa vient à nouveau de s'agrandir. Le chef de travaux Josué Lucilao a présenté et défendu aujourd'hui sa thèse sur arbitrage entre les types de gestion des besoins en fonds de roulement dans les entreprises. Il devient ainsi docteur en sciences de gestion. Jojo Ndibou et Thierry Nzazi. Arbitrage entre les types de gestion de besoins en fonds de roulement dans les entreprises, essai d'analyse sur les données de panel, c'est l'intitulé de la thèse présentée et soutenue à l'université de Kinshasa par le chef de travaux Josué Lucilao en vue de l'obtention du grade des docteurs en sciences de gestion, spécialité gestion financière. Devant les jurys et l'assistance, les récipiendaires a fait savoir que les entreprises du portefeuille de l'État congolais n'arrivent plus à remplir leur mission, à savoir la satisfaction des besoins des populations, la contribution au budget de l'État en termes de paiement des dividendes, des impôts et autres taxes dues à l'État. Notre thèse propose une solution au problème des besoins énormes en fonds de roulement qui continuent à se poser avec acuité dans les entreprises de l'État. Nous avons proposé aux dirigeants d'entreprises une gestion de type restrictif, car nous pensons que cette dernière pourrait réduire les niveaux de besoins en fonds de roulement des entreprises et évidemment permettre à ces entreprises de remplir leur mission.
Ceci leur permettrait de réduire les besoins en fonds de roulement à un niveau raisonnablement bas et de contribuer au budget de l'État en termes de paiement des dividendes, des impôts et autres droits dus à l'État. Après la séance académique et des jeux, des questions et réponses entre les membres du jury et le récipiendaire, le chef des travaux Josué Lucy Laoulou a obtenu la mention la plus grande distinction et a été proclamé docteur en sciences de gestion. En culture, le Wenge Musica BCBG 4x4 tout-terrain vient de tenir sa promesse, celle de remettre 40% des recettes aux 35 veuves des artistes des différentes disciplines. Par cette occasion, Amadou Diaby a salué le soutien de la population pour la réconciliation des anciens Wenge, Diène Balaka et Guilain Kassou. Chose promise, chose due. Le groupe musical Wenge Musica BCBG 4x4 tout-terrain vient de réaliser sa promesse d'avant-concert, celle de remettre 40% de recettes aux veuves des artistes de différentes disciplines. Ce jeudi 14 juillet, une enveloppe de 100 millions de francs congolais, soit 50 000 $, a été remise symboliquement aux veuves des artistes de différentes disciplines. Elles sont au total 35. C'est le producteur du concert de réconciliation, Amadou Diaby, qui a remis cette enveloppe aux veuves Madilou et Joe Poster. La deuxième opération sera destinée aux forces armées. Amadou Diaby a par cette occasion salué vivement le soutien de la population pour la réconciliation des anciens de Wenge. On parlait de la guerre, on parlait surtout du besoin de l'unité. Alors il y a une dimension symbolique importante derrière la réconciliation des Wenge. Ce n'est pas seulement un groupe qu'on réconcilie, mais c'est des générations qu'on ramène ensemble. Plusieurs personnalités, dont les anciens de Wenge Musica BCBG 4x4 tout-terrain, le ministre de la Communication et de Médias Patrick Mouyaya ont pris part à cette cérémonie des remises d'enveloppes et destinée à 35 mamans veuves. Nous l'avions dit, c'est aujourd'hui vendredi et la tradition a été respectée au gouvernement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 62e conseil des ministres hebdomadaire en présentiel. Suivez maintenant le compte-rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Compte rendu de la 62e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 15 juillet 2022 à la Cité de l'Union africaine, la 62e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. Et 4. Enfin, examen et projet de texte. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la viabilisation de la cité urbaine de Kanluka. Faisant suite à sa descente effectuée en mai dernier, au quartier Kanluka à Kinshasa, particulièrement dans la commune de Ngaliema, dans le cadre de la relance des travaux de construction du pont Lubudi. Le président de la République a rappelé l'instruction faite à ses services pour diligenter une mission d'enquête auprès de la Société nationale d'électricité SNEL afin d'évaluer les causes de la non-exécution du projet d'électrification de cette partie de la capitale, en dépit de la mise à disposition du matériel prévu à cet effet, et de mobiliser tous les intervenants pour la relance du projet. Face au constat de la non-objection de l'Inspection générale de finances pour la reprise du projet en question et la validation des études d'exécution des contractants par la SNEL, plus rien ne devrait bloquer
la reprise de travaux. De ces faits, la SNEL et le ministère des Ressources hydrauliques et électricité ont été chargés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que d'ici fin août 2022, la relance des travaux d'électrification de Canlouka soit effective. La Régie des eaux est de son côté chargée de planifier pour l'adduction d'eau potable dans cette partie de la capitale. En outre, les ministres des Infrastructures et Travaux publics, en collaboration avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, sont appelés à élaborer un plan d'aménagement a posteriori pour rendre cette cité viable. En dehors de ces cas spécifiques, qui fait écho à d'autres cas répertoriés ailleurs sur le territoire national, le gouvernement a été encouragé à poursuivre les efforts déjà engagés en vue de doter les pays d'infrastructures de base, à savoir les infrastructures de transport, de production et des fournitures d'eau, d'électricité notamment. Dans ces démarches a insisté le président de la République. Les territoires et localités défavorisées sont à prioriser. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la construction inquiétante des stations-service. Le président de la République a déploré les phénomènes croissants de construction des stations-service qui s'observent dans la ville-province de Kinshasa et qui gagnent progressivement l'intérieur du pays. L'implantation de ces stations-service s'est faite au mépris de risques que peuvent engendrer ces infrastructures sur l'environnement et la sécurité de la population, particulièrement leur prolifération dans les quartiers populaires résidentiels. Face à cette menace qui pèse sur la sécurité de nos compatriotes et dans le souci de prévenir des situations désastreuses, les ministres des hydrocarbures et les autres membres du gouvernement concernés par cette question ont été chargés de présenter dans un prochain Conseil de ministres un état des lieux ainsi que des propositions de mesures afin de s'assurer que les opérateurs économiques évoluant dans ces secteurs respectent les normes établies et que les données irrélatives soient bien tenues. Entre-temps, le président de la République a enjoint au ministre des Hydrocarbures de prendre les mesures d'application de la loi numéro 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures et du décret numéro 16/010 du 19 avril 2016 portant règlement d'hydrocarbures. Outre sa dangerosité vis-à-vis des riverains, les chefs de l'État estimaient qu'il convient également de s'interroger sur les circuits financiers ainsi que les ramifications générées par cette activité au vu de sa prolifération sur tous les territoires nationaux. Bien qu'une demande soutenue en carburant puisse servir de justification concernant l'apparition d'un nombre important de ces infrastructures, il s'avère que cette activité se retrouve souvent au cœur des dispositifs d'ingénierie financière illicite et qui peuvent, dans les pires de cas, servir de source au financement du terrorisme. À cet égard, et compte tenu du contexte sécuritaire qui prévaut actuellement dans notre pays, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a été chargé de faire la lumière, toutes affaires cessantes, sur les ramifications de cette activité économique aux conséquences potentiellement néfastes pour la sûreté nationale. Troisième point de la communication du président de la République, relatif au cadre et conditions de la mise en œuvre de la loi portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. Dans son message diffusé à l'occasion de la Journée internationale de personnes vivant avec handicap, le président de la République a réitéré sa détermination à mettre en place un cadre juridique spécifique pour une meilleure protection et une meilleure prise en charge de nos compatriotes les plus vulnérables, et ce en conformité avec l'article 49 de la Constitution. Il a salué le vote, la promulgation et la publication de la loi organique numéro 22/003 du 3 mai 2022 qui, pour la toute première fois, offre à la République démocratique du Congo un cadre propice à cette politique publique de haute portée sociale. Au-delà de ces satisfecit, le président de la République a rappelé au gouvernement la nécessité et l'urgence de finaliser les cadres organiques et fonctionnels prévus afin de mieux accompagner
la mise en œuvre de cet instrument juridique pour que cette protection et promotion soient complètes et effectives. Il a insisté pour que dans les timings impartis par les dispositions pertinentes de la loi organique, le gouvernement réalise toutes ces assignations qui permettent de définir l'écosystème sociopolitique irrélatif. À cet égard, le Premier ministre, la ministre est déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, ainsi que les autres ministres concernés par la question, ont été chargés de présenter un chronogramme de travail sur ces différentes implications juridiques, structurelles et fonctionnelles afin de rendre effective la mise en œuvre de la loi organique susvisée dans l'observance des délais prescrits. Intervenant à la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a informé le Conseil de la séance de travail qu'il a tenue samedi 9 juillet dernier afin de valuer les préparatifs du 9e jeu de la francophonie prévu au mois d'août prochain. Le membre du comité de pilotage ainsi que ceux de la direction générale des Jeux lui ont fait part des préoccupations pendantes, notamment la problématique de la construction du village des athlètes. Après avoir dressé l'état des lieux de la question, le Premier ministre a tenu à rassurer ses interlocuteurs que le gouvernement s'acquittera de sa part pour garantir la réussite de ce grand rendez-vous culturel et sportif. Sur un autre chapitre, le Premier ministre a, au nom du gouvernement, souhaité bonne chance à plus de 800 000 finalistes du secondaire qui se présenteront à partir du lundi 18 juillet 2022 pour les épreuves des examens d'État. Saluant les succès de l'examen de fait d'études primaires et du test national des sélections d'orientation scolaire et professionnelle, le Premier ministre a également saisi l'occasion pour remercier les partenaires éducatifs pour les efforts fournis afin de garantir la réussite de cette année scolaire qui a été une année cruciale dans l'application de la gratuité de l'enseignement primaire secondaire, mesure chère au président de la République. Avant de clore son propos, le Premier ministre et chef du gouvernement a salué la politique d'ouverture diplomatique initiée par le président de la République, laquelle permet de gagner le pari d'une diplomatie d'action et de développement au service de la nation. C'est dans ces contextes qu'il a situé la présidente assumée l'année dernière à la tête de l'Union africaine et celle qui sera assurée à la fin de ce mois à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et celle qui viendra avec la SADC. Tout cela a insisté le Premier ministre. C'est passe au moment où le gouvernement est en pleine redynamisation de notre machine diplomatique, marquée notamment par la résorption de tous les arriérés des cotisations et des loyers qui discréditaient le pays, ainsi que par un travail de rééquipement de nos ambassades et consulats. Au chapitre 2 du Conseil de ministres de ce jour, relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé le Conseil de l'État du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires à l'est de la République démocratique du Congo. L'état d'esprit de la population a été caractérisé ces derniers jours par l'attente des résolutions des travaux de la commission mixte RDC-Rwanda, la promulgation le 5 juillet par le président de la République de la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, ainsi que la recrudescence du banditisme et la criminalité à travers les villes et grandes agglomérations du pays. Il a également signalé des tensions perçues il y a quelques jours entre la population et les éléments du contingent indien de la MONUSCO au village Kitarama et Rutiro suite aux soupçons de collaboration entre les concernés et les éléments du M23 sur la route des Kelengera, mais aussi des déplacements de population dans quelques villages du groupement Osso-Banyungu, territoire de Massissi, consécutifs aux affrontements opposant les Maïmaï Kifuafua et les miliciens APCLS. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a aussi présenté au Conseil une note d'information relative à l'identification
et à la certification des entités territoriales décentralisées et déconcentrées en vue de la cartographie électorale pour les élections attendues l'année prochaine. Cette note constitue la réponse aux préoccupations soulevées par la Commission électorale nationale indépendante à travers une correspondance adressée au gouvernement portant sur la clarification du statut juridique de certaines entités territoriales décentralisées et déconcentrées, l'absence des animateurs dûment désignés ou nommés, la problématique de partis politiques dédoublés et une même dénomination et un même logo, l'existence des conflits de pouvoir coutumiers et les problèmes de certification coutumière. Le gouvernement a pris acte de cette note d'information et les commissions ont été chargées de l'approfondir au regard de différentes implications. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le ministre de la Défense nationale est revenu sur les déroulés des opérations militaires en cours à l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement celles opposant nos forces armées au mouvement terroriste du M23 appuyé par le Rwanda et celles en cours avec l'armée ougandaise contre les ADF MTM. À son tour, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation générale de la pandémie à Covid-19 qui reste stable et contrôlée sur l'ensemble du territoire national. Malgré la consolidation de la tendance baissière de contamination, le gouvernement invite la population à faire preuve de vigilance et à continuer d'observer strictement les mesures barrières. Sur un autre registre, dans le cadre des préparatifs de la mise en œuvre des actions à haut impact sanitaire dans la province du Grand Équateur, il a été rappelé l'évaluation des besoins urgents faite avec l'équipe médicale de la présidence de la République pour la réhabilitation et la rénovation des quelques hôpitaux ciblés, la maintenance, l'installation, l'achat des équipements et matériels médicaux y afférents. À cet effet, une requête de près de 4,2 millions de dollars américains a été formulée au gouvernement pour permettre la mise en œuvre dans les délais des actions ciblées en faveur de 5 divisions provinciales de la santé, à savoir Équateur, Mongala, Sud-Ubangui, Nord-Ubangui et Tchouapa. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. Invitée à prendre la parole au Conseil de ministres de ce jour, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a indiqué que l'économie congolaise continue à faire preuve de résilience face au choc massif occasionné par la guerre en Ukraine et la résurgence de la pandémie à Covid-19. À ces sujets, elle a précisé que le taux d'inflation au cours de la première semaine du mois de juillet courant s'est maintenu à 0,3% par rapport aux 2 dernières semaines, ce qui porte le cumul annuel à 6,1%. La croissance estimée quant à elle à 6,1% pour 2022 reste principalement portée par le dynamisme du secteur minier. Les marchés d'échange est resté lui aussi stable avec de faibles variations du taux de change. En cumul annuel, le franc congolais n'a à ces jours perdu que 0,2% de sa valeur sur le marché officiel contre une appréciation de 0,3% au parallèle. Au 11 juillet 2022, les niveaux de réserve d'échange se situent à un niveau historique, évalué à 4,2 milliards de dollars américains. Cette hausse observée avec la première semaine du mois de juillet est principalement consécutive au financement obtenu du Fonds monétaire international de l'ordre de 203 millions de dollars au titre d'appui à la balance de paiement à la faveur de la conclusion de la revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit. Toutefois, notre économie reste exposée aux facteurs de risques externes tels que le ralentissement actuel du cours du cuivre et l'augmentation des taux directeurs au niveau des banques centrales et des risques internes, prioritairement la persistance des pressions inflationnistes à l'envolée des prix de produits pétroliers et céréaliers. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a rassuré le Conseil de la poursuite de la coordination des actions au niveau de la politique budgétaire et de la politique monétaire
ainsi que du maintien du pacte de stabilité. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Toujours sur ces chapitres de points d'information. Projet d'opérationnalisation de l'usine de production des panneaux préfabriqués de Kisangani. Faisant suite aux recommandations du président de la République, formulées au cours de la 39e réunion du Conseil de ministres, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a présenté les activités préconisées en 2 phases pour rendre opérationnelle l'usine de production des panneaux préfabriqués de Kisangani. La première phase se rapporte à l'utilisation de panneaux déjà préfabriqués en stock à Kisangani. La deuxième phase vise la gestion durable et la pérennisation de l'usine de production des panneaux préfabriqués. La remise en service de cette usine de production de panneaux préfabriqués à Kisangani permettra au gouvernement de participer au marché des constructions des bâtiments, surtout des logements sociaux, en vue de contribuer à la résolution de la problématique du déficit de logement. Elle facilitera également la construction rapide des infrastructures et participera à l'atteinte des objectifs du programme de développement local de 145 territoires. Le Conseil en a pris acte. Évaluation de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés. Le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, a présenté au Conseil le rapport de mise en œuvre de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés et ses mesures d'application telles que recommandées par le président de la République lors de la 38e réunion du Conseil des ministres. Ces rapports prennent en compte d'une part l'état d'avancement du dossier d'acquisition d'un bâtiment pour l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés et d'autre part la prise en charge en accord avec le ministre en charge de la Justice, des Mines et des Finances, de la question de l'audit de l'effectivité de la loi suisse évoquée, ainsi que ses mesures d'application, notamment dans les secteurs miniers. Ainsi, toutes les questions transversales sont en plein examen au niveau des experts du ministère de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises et ceux de la cellule climat des affaires de la présidence de la République. À l'issue de cet examen, un rapport plus étoffé sera soumis au gouvernement. En attendant ces conclusions, il a été jugé nécessaire de procéder au recrutement d'un consultant indépendant avec mission d'analyser toutes les dispositions dont l'interprétation était sujette à caution et d'en proposer la réformulation tout en préservant l'objet primordial de la loi, en l'occurrence la promotion des PME congolaises pour accéder au marché des sous-traitances dans les secteurs privés. Les calendriers des travaux des experts ministériels devant accompagner ces travaux a aussi été proposé. Le Conseil des ministres a pris acte de ce rapport. Le ministre de l'Intégration régionale a pour sa part informé le Conseil de préparatifs de l'organisation du 42e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, assise que Kinshasa abritera du 8 au 19 août 2022. Ces assises qui vont consacrer les débuts de la présidence en exercice de cette communauté économique régionale par le président de la République, chef de l'État. Le programme de travaux allant de la réunion du comité permanent de hauts fonctionnaires, du comité des finances au sommet de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les questions logistiques et techniques liées à la bonne organisation de cet événement ont été passées en revue. Le Conseil a aussi pris acte de son rapport. Le ministre des Hydrocarbures a présenté 2 notes relatives à son secteur. Il a fait le point d'abord sur l'avancement des travaux préparatoires relatifs au lancement officiel des appels d'offres des 16 blocs pétroliers et de 3 blocs gaziers pour l'attribution de droits d'hydrocarbures et les retombées économico-financières à faveur de l'État. Il a indiqué que la commission ad hoc chargée de l'organisation des appels d'offres est en pleine finalisation de l'élaboration des documents nécessaires relatifs aux 10 appels d'offres dont le lancement interviendra à Kinshasa le 28 et 29 juillet 2022. En ce qui concerne les retombées, le ministre des Hydrocarbures a évoqué une série de frais et autres paiements considérables à percevoir dans l'immédiat et à court terme de la signature
de contrats de partage de production et à long terme, cela pourra générer d'importantes ressources financières pour les trésors publics. Dans sa seconde note d'information, le ministre des Hydrocarbures a abordé la problématique du supposé chevauchement de certains blocs pétroliers mis en appel d'offres sur les aires protégées et zones interdites, parcs nationaux, patrimoine culturel, domaines publics et privés touristiques, cas du site de Kingakati, etc. Il a rassuré que les spéculations nourries par les ONG environnementales, en ce moment où le gouvernement s'apprête à lancer les appels d'offres des blocs pétroliers et gaziers susmentionnés, ne se justifient pas, car tout est fait de manière à respecter scrupuleusement les prescrits de la loi ainsi que la protection de l'environnement. Il a enfin recommandé la mise sur pied d'une commission mixte ad hoc environnement-hydrocarbures en vue de réfléchir et formuler des recommandations pertinentes liées à son secteur, préalables à la participation des délégués de notre pays à la conférence de Sharm el-Sheikh de 2022 sur le changement climatique pré-COP 2027. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la 61e réunion tenue le vendredi 8 juillet 2022. Dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes. 8 textes. Le premier, projet d'ordonnance-loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 19 juillet 2022. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance-loi. 2 projets d'ordonnance-loi touchant au secteur de l'entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises. Le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises, a soumis au Conseil 2 projets de texte. Le premier, c'est celui lié au projet d'ordonnance-loi portant promotion de l'entrepreneuriat et des start-up. Il fixe les règles relatives à la création, à l'exercice, à la promotion et au développement de l'entrepreneuriat, des start-up et des PME. Les seconds se rapportent au projet d'ordonnance-loi relative à la promotion de l'artisanat. Il édicte les modalités d'exercice de l'artisanat dans notre pays conformément aux dispositions de l'article 35 alinéa 2 de la Constitution. Après débat et délibération, ces 2 projets d'ordonnance-loi ont été adoptés. Projet d'ordonnance-loi portant programmation militaire 2022-2025. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a soumis au Conseil les textes relatifs au projet d'ordonnance-loi portant programmation militaire pour examen et adoption, rappelant que ces textes est un acte d'engagement de toute la nation afin de permettre à l'armée de développer ses capacités opérationnelles. Il a insisté sur la nécessité et l'urgence pour le pays de doter nos forces armées de capacités financières et logistiques pour lui permettre de faire face aux différentes menaces auxquelles le pays fait face. Après débat et délibération, le Conseil a aussi adopté ces projets d'ordonnance-loi. 2 projets d'ordonnance-loi de ratification. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a soumis au Conseil 2 projets d'ordonnance-loi pour examen et adoption. Le premier portant sur l'autorisation des ratifications du traité sur l'interdiction des armes nucléaires adopté par l'Organisation des Nations Unies le 17 juillet 2017. Le second concerne l'autorisation de ratification du protocole de ratification du protocole de la SADC sur la science, la technologie et l'innovation. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance-loi. Projet de décret portant gestion des centres de données nationaux. Le ministre du Numérique a soumis au Conseil le projet de décret portant gestion des centres des données nationaux.
Ces projets de texte posent le principe des gestions des centres de données nationaux sur fond des principes admis sur le plan international en la matière. Il s'agit notamment de la sécurité, la fiabilité, l'interopérabilité ainsi que l'évolutivité. Ces projets de décret chargent le ministère du numérique d'édicter par voie d'arrêté les normes devant faciliter l'interconnexion et l'interopérabilité entre les solutions applicatives des différents ministères ou services publics concernés. L'objectif poursuivi est de permettre au gouvernement d'optimiser l'utilisation du data center qui a coûté au trésor public mais qui à ces jours n'est pas exploité de manière optimale. Après débat et délibération, ces projets de décret a été adopté moyennant enrichissement par la commission des lois élargies. Dernier projet de texte soumis au Conseil des ministres de ce jour. La ministre du Genre, Famille et Enfants a soumis au Conseil le projet de décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national de l'enfant, organe de protection sociale de l'enfant émanant de la volonté du législateur congolais. Elle a indiqué que cette structure dotée d'une autonomie administrative et financière a pour mission de permettre à la République d'assurer la bonne mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant et de servir d'organe de conseil placé sous l'autorité du ministre ayant le genre, la famille et l'enfant dans ses attributions. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de texte. Commencé à 13h05, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 19h24. Je vous remercie. Poursuivant ce journal, la ministre près le président de la République était aujourd'hui chez son collègue des recherches scientifiques. Nana Manuelina est allée plaider auprès de José Mpanda la duplication du centre de recherche Congo River Institute à Kinshasa. Marie Kalong. Le lancement des activités de Congo River Institute par le ministre de Recherche scientifique et Innovation technologique, Maître José Mpanda Kabango, le ministre près le président de la République, Nana Manuelina, et le président du CRI, professeur Rémi Bazengui Sanganga, ont rencontré le ministre José Mpanda, et ce, dans le cadre de la poursuite des travaux. Question de rendre cette structure visible. C'était pour la poursuite de nos travaux. On essaie de rendre visible aux gens l'existence de ça. Des opérations qui sont maintenant beaucoup plus concrètes, qui montrent que le CRI va être un des acteurs importants dans la recherche scientifique en RDC. On a déjà une équipe en activité. Et puis, on a déjà des représentations. Le président du CRI, professeur Rémi Bazengui Sanganga, a précisé que les travaux vont débuter par les maladies émergentes. On va commencer par celui sur les maladies émergentes. Donc, on a beaucoup discuté là-dessus pour pouvoir faire une grande conférence là, sur précisément ce thème-là, sur les maladies émergentes. Ici à Kinshasa. Les deux membres du gouvernement, à savoir celui de la recherche scientifique et innovation technologique, José Mpanda Kabango, et celui près du président de la République, Nana Manuelina, sont déterminés à soutenir cette initiative qui gravite autour de 3 grands programmes qui sont Electa, ERPA et Prisme AC. Bientôt, tous les produits fabriqués en RDC auront un code. Question de les sécuriser. Pour ce faire, le gouvernement congolais vient de signer un mémorandum d'entente avec la firme internationale Codabar IBN. Plus de détails avec Patience Moyokatoukou. La mise en œuvre de la stratégie nationale de la traçabilité de la production locale et des échanges commerciaux par l'outil Codabar. C'est la préoccupation qui a réuni 4 membres du gouvernement central.
Le ministre du Numérique, du Commerce extérieur, de l'Industrie et des Communications et Médias en face de l'entreprise internationale Barcode Network, IBN. C'est là, après quelques temps d'échanges entre partenaires, il s'en est suivi de la présentation de la plateforme nationale de la création et génération de codes ABA au préfixe national 605. Plusieurs projets ont été retenus par le gouvernement de la République. Entre autres, parmi ces projets, il y a notamment le projet sur la traçabilité de tout ce qui est production de biens et services nationaux. L'aboutissement de ces projets a procuré la joie et la satisfaction du directeur général de l'IBN. Le gouvernement congolais, et que je félicite d'ailleurs, pour s'être engagé selon la vision du chef de l'État de promouvoir le numérique. Et je pense qu'avec l'accompagnement de IBN, nous allons arriver à notre objectif majeur qui est bel et bien celui de tracer tous les produits made in DRC. La clôture de la cérémonie a été marquée par la signature d'un protocole d'accord. Une commission interministérielle sera mise en place pour assurer la coordination nationale de toutes les actions opérationnelles de ces projets dans le prochain jour. Le directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité vient de délivrer 2 certificats de conformité à la société Virunga Energy. Le premier pour la centrale hydroélectrique de Louviro et le second sur la ligne de distribution de l'énergie dans le territoire de Lubero. Toujours au nord Kivu, regardez. Directeur général de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité, Dr Sandrine Galula, a délivré le 13 juillet 2022 2 certificats de conformité à la société Virunga Energy. Le premier pour la centrale hydroélectrique de Louviro d'une puissance de 14,6 MW construite dans le territoire de Lubero au Nord Kivu et le deuxième pour la ligne de distribution de l'énergie de 33 kV dans le même coin du pays. Heureuse de voir aboutir le processus de certification de ces 2 ouvrages, le DG de l'ARE a remis les 2 certificats à M. Atiamoutonissi, avocat conseil des Virunga Energy. La centrale hydroélectrique de Louviro va fournir 14,6 MW à la population. 14,6 MW, ça veut dire qu'on va pouvoir donner de l'électricité à 30 000 foyers au Nord Kivu. Pour rappel, l'ARE a dépêché un expert indépendant à la centrale de Louviro. C'est sur base du rapport établi par l'expert que les certificats sont délivrés. L'électricité produite va profiter à la population des Kimboulou, de Sienene et de Lubero, mais la puissance de la centrale peut desservir un nombre plus important. Ce communiqué, la Société nationale de l'électricité, SNEL et sa département de Kinshasa DDK informe son aimable clientèle que suite aux travaux d'entretien des équipements électromécaniques prévus sous la sous-station Kingabwa, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce samedi 16 juillet 2022 de 8h à 16h à 18h dans certains quartiers des communes ci-après, Limete, Matete et Lemba. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, nos centres de vente et services ainsi que le call center 177 188 sont à la disposition de la clientèle. SNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément. Les travaux de lutte anti-érosive sur quelques sites à Kinshasa, particulièrement à Zamba Telecom et Kimwenza, évoluent normalement, constat fait par une délégation de la présidence de la République, ministère des Infrastructures et l'OVD qui était aujourd'hui sur les différents chantiers. Willy Atunakov. C'est dans le cadre du suivi des travaux de modernisation de la voirie urbaine de Kinshasa et de lutte anti-érosive initiés par le gouvernement central sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le directeur général de l'OVD, ingénieur Victor Tumbachikela, a effectué une descente jeudi 14 juillet 2022 sur les chantiers des Zamba Avoka et de la route Kindele dans la commune de Mongafoula.
le numéro 1 de l'OVD, était accompagné du représentant du ministre d'État en charge des ITP et de Patrice Kahacha, chargé des missions du chef de l'État. Nous sommes vraiment impressionnés par la qualité du travail, de l'ouvrage, mais également le niveau des études. En descendant sur le terrain, nous avons rencontré des ingénieurs de l'OVD qui ont réalisé intégralement ces études et c'est impressionnant et c'est agréable à entendre. Et à discuter avec la direction générale de l'OVD, nous constatons bien qu'il y a tout un plan qui tient compte de la qualité et de l'expertise des ressources humaines qui sont prises dès l'université au travers des formations progressives. Et aujourd'hui, tout le monde est satisfait du travail qu'a l'OVD sur le terrain. Un peu partout dans la ville, nous les voyons en train de travailler. Il y a des bretelles de route qui sont réhabilitées. Ici où nous sommes aujourd'hui, il faut reconnaître le génie et l'engagement du ministre des ITP, le ministre d'État, qui, lorsque le chef de l'État lui a demandé de faire l'impossible pour que ce travail trouve une solution, malgré la non-disponibilité des fonds au niveau du gouvernement central qui n'avait pas encore organisé ou structuré comment financer cela, le ministre d'État a réquisitionné le FONER qui a prêté au gouvernement central. Pendant cette visite d'inspection de chantier, la délégation du DG de l'OVD s'est mise à l'écoute de la population riveraine pour envisager des pistes de solutions durables à ces doléances. Du 22 au 25 novembre prochain, il se tiendra à Kinshasa la 6e édition des Rencontres Africa. Ce grand rendez-vous économique va réunir plusieurs opérateurs africains et français, va débattre sur le potentiel de la RDC et examiner des possibles partenariats à nouer. L'annonce a été faite aujourd'hui au cours d'une conférence de presse organisée par l'ANAPEX. José Baïtombo et Emmanuela Commissaire. C'est dans un esprit plus inclusif et vertueux que grâce à l'Agence nationale de promotion des exportations, les Rencontres Africa annoncent la tenue de son édition 2022 en novembre prochain à Kinshasa. L'une ou sinon la plus importante manifestation business to business du continent est une opportunité en or pour les entreprises locales et étrangères de se créer un cadre de collaboration pour des futurs investissements. Avec l'ambition de promouvoir les exportations, le directeur général de l'ANAPEX confirme l'engagement de sa structure dans le projet de développement dans ce secteur. Et ANAPEX aujourd'hui, vraiment souhaiterait qu'on puisse avoir cette manifestation ici à Kinshasa, en accord bien sûr avec notre partenaire Marc Hofmeister, qui est le commissaire général de Rencontres Africa. Une manifestation qui va mobiliser plus d'une centaine d'entreprises étrangères à la rencontre des entreprises congolaises pour parler affaires et développer des projets dans quelques grands secteurs. Le commissaire général des Rencontres Africa a invité les entreprises congolaises à s'inscrire à cette rencontre via le lien rencontreafrica.com. L'idée de la manifestation, c'est qu'il y ait des rendez-vous B2B qui soient organisés, qu'il y ait aussi quelques conférences et que ce soit une manifestation qui produise de la valeur et qui apporte des choses au Congo. On rappelle, les Rencontres Africa organisées pour la toute première fois en 2016 à Paris servent des tribunes d'exposition aux opportunités d'affaires entre dirigeants africains et français. Écho des partis politiques, ouverture aujourd'hui du congrès extraordinaire du mouvement congolais pour la Renaissance MSR. Les congressistes venus de toutes les provinces réfléchissent sur l'avenir du parti et sa bonne marche. Malumbela. Les mouvements congolais pour la Renaissance MCR qui incarne le leadership de proximité affûte ses armes pour sa participation active aux échéances électorales qui pointent à l'horizon. Depuis ce vendredi 15 juillet au centre Nganda, les directeurs politiques, députés provinciaux et nationaux, ainsi que les sénateurs, mandataires publics, membres de ces partis politiques sont en congrès extraordinaire pour restructurer et redynamiser les activités du MCR et ce, 2 ans après la mort de son mentor, feu le sénateur Pierre Lumbi. À l'ouverture des travaux de ces congrès extraordinaires, l'actuel président du MCR, Alexandre Mouarabou, a appelé les congressistes à l'engagement pour que les partis reprennent son idéologie. Mon vœu est qu'à l'issue de ce congrès, vous dotiez le parti des animateurs capables de relever les défis présents et à venir. J'estime que le temps est venu de mettre du sang nouveau, comme je l'ai exprimé plus haut,
tout en restant disponible pour accompagner sagement la nouvelle équipe. Le MCR ne peut pas atteindre les objectifs assignés si haut si les crises multiformes et la guerre de l'Est perdurent. C'est l'occasion pour moi de témoigner mon soutien indéfectible à nos vaillants combattants des FARDC et à notre peuple qui se bat jour et nuit depuis plus de 20 ans à l'est de notre pays. De ces travaux sortiront des textes adaptés au fonctionnement du MCR et les animateurs capables de relever les défis. Il a émis le vœu de voir les membres à être prêts pour accompagner ces partis politiques, mouvement congolais pour la Renaissance. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, nous recevons pour vous Madame Shimba Fallon. Elle est représentante de TapTapSend RDC, une application de transfert d'argent de la diaspora vers l'Afrique. C'est ça, Madame? C'est bien ça. Bon, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça fonctionne, cette application? Alors, c'est une application de transfert d'argent de la diaspora qui est basée en Europe, Canada ou États-Unis vers l'Afrique et notamment la RDC. Et quels sont les avantages qu'offre cette application? Est-ce que n'importe qui, même ici à Kinshasa, peut l'utiliser et comment? Alors l'avantage de TapTapSend, c'est que non seulement pour envoyer de l'argent pour la diaspora, c'est 0 € de frais d'envoi quand on envoie vers la RDC. Et c'est aussi une application qui est facilement téléchargeable sur les applications telles que Apple Store ou Android Play Store. Facilement, on envoie de l'argent à travers son téléphone quand on est dans la diaspora et facilement, on reçoit l'argent en RDC quand on est congolais ici localement. On comprend aussi en euros, donc ça intéresse au moins l'Europe et pas les États-Unis, l'Amérique? C'est uniquement téléchargeable de la diaspora, donc seulement ceux qui sont en Europe, au Canada ou aux États-Unis. Et les gens qui sont au Congo, ils reçoivent directement sur leur mobile money, donc l'un des 3 opérateurs sur lesquels ils peuvent avoir juste un numéro et activer leur portefeuille mobile. Et là, la personne de la diaspora peut leur envoyer de l'argent uniquement en mettant leur numéro de téléphone. Madame Fallon, quel est le message que vous pouvez lancer à toute la diaspora congolaise qui vous suivent en ce moment sur la RTNC? Alors, de la diaspora, je leur dirais que TapTapSend est l'application la moins chère pour envoyer de l'argent en RDC. Et pour les Congolais, la meilleure façon, la plus simple et rapide pour recevoir de l'argent au Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle là que nous recevons pour vous Madame Shimba Fallon, représentant de TapTapSend en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Bruxelles, en Belgique et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur les RTNC, l'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Serge Merlin Matar. Très bonne suite du programme sur la chaîne nationale et excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir et à demain.